Merci Catherine, bonsoir à toutes et à toutes. Alors, on nous a dit qu'il fallait éduquer les personnes dans la première intervention et j'espère que cette intervention va vous permettre d'éduquer vos patients sur le deuil. Et puis on verra que peut-être cette intervention relie aussi la perméabilité du monde des vivants et des morts avec le deuil. Bon, Catherine l'a dit, nous sommes régulièrement confrontés à des patients, des personnes endeuillées, compte tenu du nombre de décès en France. Si vous faites un calcul simple en divisant par le nombre de généralistes, vous savez que régulièrement dans l'année, on voit des personnes qui viennent nous parler de décès de leurs proches. La littérature nous dit que la santé de l'endeuillé est préoccupante. Elle est liée, le deuil dans la littérature, il est lié à l'AVC, à l'ACFA, à la myocardiopathie ischémique et bien sûr au suicide. Alors, qu'est-ce que c'est le deuil? Depuis Freud, le travail de deuil, c'était décrit comme un processus intrapsychique consécutif à la perte d'un objet d'attachement ou d'un être cher. Après, on a plutôt parlé d'un processus d'oscillation entre deux stratégies d'adaptation. La première centrée sur la perte, parce que la perte est là, et la seconde sur le rétablissement. Vous connaissez tous, vous avez entendu tout ou partie de ce modèle du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross, avec les 5 phases, le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation. Ces 5 phases ne s'expriment pas obligatoirement, elles ne sont pas linéaires, c'est plutôt un tourbillon émotionnel, et vous savez par expérience que dans nos consultations, parfois les patients présentent 5 phases en même temps, ou que parfois ils en occultent une. Le déni, Philippe en a parlé, les pleureuses, bien sûr, ça peut être des pleurs, ça peut être un choc, ça peut être une prostration. On le reconnaît assez facilement. Le déni, il est aussi dans les mots. On le retrouve dans les mots de nos patients. Le matin, je me réveille et je crois qu'il est là. Je rentre dans la cuisine, je crois qu'il est là. Et on reconnaît fortement le déni. La colère, elle est envers l'univers entier parfois. Parfois, elle est envers le disparu, à qui on reproche sa disparition. Lorsqu'elle ne peut pas être sur le disparu, eh bien, elle se tourne vers les proches. Et parfois, nous sommes les proches, nous soignants, et nous pouvons réceptionner la colère des patients endeuillés. Le marchandage, vous le repérez facilement dans la conversation, ce sont les regrets, le sentiment de culpabilité. Et j'ai encore les propos de cette patiente dans la tête qui me disait, alors ça commence souvent par si, mon patient, en fait, il m'avait vu le mercredi, il avait vu le cardio le jeudi, il était allé aux urgences le vendredi, il avait vu un voisin anesthésiste le samedi, et il est décédé le dimanche d'arrêt cardiaque, de mort brutale. Et sa femme, qui n'était pas médecin, me disait j'aurais dû le voir. Si je l'avais vu, il serait vivant. Voilà le marchandage. La dépression, c'est plutôt une tristesse qui est très normale et que nous légitimons, parce que nous savons que nommer, reconnaître, légitimer, c'est le début de l'empathie. Et enfin, l'acceptation, c'est peut-être un mot qui maintenant est un peu moins précis, c'est plutôt des émotions moins vives et un détachement pour transformer ce deuil en souvenir. On ne va pas parler du deuil compliqué, qui nécessite souvent le 2e ou le 3e recours ou des médicaments, mais on va parler du deuil tout court. Le deuil compliqué, pathologique, complexe, persistant, c'est des symptômes en contradiction avec les normes adaptées à la culture ou à la religion ou à l'âge. Et on a vu que la culture, la religion était très importante dans la manière dont on vit le deuil. Il est responsable d'une incapacité fonctionnelle importante des patients endeuillés qui ne font plus rien, qui vraiment ne sortent plus de chez eux, qui coupent les ponts, et donc on les reconnaît aussi. C'est presque tous les jours et souvent ça dure plus d'1 an. Il y a des comorbidités psychiatriques, bien sûr anxio-dépressives, mais parfois plus fortes. Je pense à une patiente qui a eu un syndrome d'Ekbom. Elle voyait des petites bêtes partout dans sa maison et en fait, le deuil passé, elle n'a plus vu de petites bêtes. Alors, ce que je vous présente, en fait, c'est un travail réalisé par Catherine, Julien Maître et moi-même qui avait pour objectif, comme vous le voyez, d'identifier des outils facilitant le processus de deuil, à la fois pour les soignants et pour les patients. Je vais vous présenter que la partie patient, parce que le temps est contraint. Et pourquoi on a fait ce travail? Catherine vous l'a dit, dans de nombreuses études, on retrouve l'envie d'un contact avec le médecin. Et Philippe vous l'a dit, même les études, elles disent que le médecin, il peut aller aux funérailles. Il peut écrire des condoléances, il peut passer un coup de fil. Tout ça, c'est attendu par les patients.
Les patients, ils viennent nous voir aussi, comme vous le voyez dans cette enquête sur 243 personnes endeuillées. Ils nous trouvent disponibles, mais ils disent qu'on n'explore pas complètement et précisément le deuil. Donc du coup, on a cherché un peu dans la littérature, en suivant les recommandations Prisma, en incluant que des deuils normaux de patients adultes, des études de moins de 10 ans en langue française ou anglaise. Bien sûr, on a analysé la période d'étude, le pays, les outils proposés. On a surtout cherché donc, des outils pour faciliter ce processus. Je vous laisse découvrir l'équation de recherche qui a été faite grâce à notre bibliothécaire à Saint-Étienne. Vous allez voir que c'est utilisable en consultation. Voilà le diagramme de flux. Vous voyez qu'on est parti de plus de 400 études. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour en garder une trentaine. Et qu'on en a lu à peu près 80. Premier résultat, ce qui ressort dans la littérature, c'est l'importance de voir le mourant. Voir le mourant, lui parler, c'est une étape importante du deuil. On atteste cette étude auprès de 324 familles de vétérans aux États-Unis, décédés du Covid, et le Covid avait des restrictions de visite. Et sans cette étude, vous saviez que c'était compliqué, le deuil pendant le Covid. Vous avez reçu des patients qui vous ont raconté ça, cette véritable rupture anthropologique des EHPAD fermés, où il n'y avait pas de possibilité de voir le mourant, avec même au tout début une notion de sac complètement hermétique et une interdiction de le voir. Dans une autre étude, comme vous le voyez en Tanzanie et en Zambie, autour de la mortinescence, les femmes et leurs partenaires manifestaient aussi le besoin de voir et de tenir le corps de l'enfant. Deuxième résultat, parler du défunt et au défunt. Raconter sa vie, sa mort, une sorte de storytelling. Alors si on connaît l'importance des groupes de parole, même si probablement ils ne sont pas assez nombreux en France, notre revue de la littérature, elle a surtout montré la possibilité d'utiliser les réseaux sociaux qui permettent d'échanger avec les proches, d'échanger avec d'autres endeuillés, et même, dans certains pays, de communiquer avec le défunt sous forme de commémoration, par exemple des prières. Donc vous voyez une étude qui est une ethnographie, c'est une analyse pour tous les étudiants, si ça leur dit pour leur thèse, c'est une analyse des posts, donc ici sur le réseau Facebook, sur les pages des usagers décédés. Il y a aussi eu des recherches-actions, c'est-à-dire qu'on a proposé aux familles endeuillées de participer à l'oral ou à l'écrit sur des réseaux sociaux pour le processus du deuil. Parfois, ce storytelling numérique, il crée une communauté. Et on voit ici 1006 femmes qui ont créé une communauté autour de la mortinescence avec la fausse couche et la mortinescence et un vrai groupe de support en ligne. Elles ont vraiment jugé que l'anonymat, la confidentialité, la simplicité d'accès et l'absence de jugement étaient utiles à leur processus de deuil. Elles ont aussi trouvé qu'écrire était un mode d'expression parfois plus aisé. Autre communauté, autre pays, la Suède, avec des suicidés, et donc des familles endeuillées, des jeunes endeuillés de parents suicidés, à qui on a proposé un chat-blog et une médecine narrative, c'est-à-dire de raconter ce qu'ils voulaient sur la personne disparue. Ils ont tous noté la recherche de sens qui se dégageait de cette façon de travailler et un cadre narratif qui permettait une déstigmatisation. Plus rare dans la littérature, le virtual dream. Alors là, on propose aux patients de se créer une histoire brève, onirique, spontanée. Ils peuvent la raconter, ils peuvent la garder pour eux, ils peuvent la faire seuls, mais ils recréent le monde avec la personne disparue. Bien sûr, la place importante des écrits, quelle que soit leur forme, des journaux de bord, et dans les services de réanimation, maintenant, on voit des journaux à l'entrée de la chambre donnés par les soignants, incitant les familles à remplir ce journal de bord. Des mémentos, des condoléances manuscrites. Pour le suicide, il y a même dans la littérature l'écriture d'une pièce de théâtre et son jeu. Ce qu'on peut dire finalement de toute, qui était la majorité de nos études sur ce storytelling, c'est que ça permettait aux personnes endeuillées de créer du lien, voire une communauté parfois, d'avoir la sensation que le défunt était toujours présent,
de libérer les émotions, d'organiser les pensées, finalement de comprendre le deuil, parce qu'on expliquait toutes ces phases dont je vous ai parlé dans le réseau social, de reprendre confiance et de maîtriser leur histoire. Alors après, voir le mourant, le tenir, parler du mourant, ce storytelling, il y a parlé au défunt, et c'est là que peut-être on se rapproche de la perméabilité des mondes du vivant et du monde des morts avec les Yurei au Japon présentés par Philippe, et ce qui est décrit dans la littérature comme l'expérience de présence continue. Ce sont 3 jolis mots, et nous, en médecine, on ne connaissait pas ces mots, mais par contre, on a de nombreux patients qui nous disent « je parle à la personne disparue ». Je lui écris, je parle tout fort, je parle dans ma tête, j'écris des poèmes pour une de mes patientes qui était agrégée de français et qui continuait d'écrire des poèmes à son mari. Donc cette expérience de présence continue, elle est décrite, vous voyez, à travers des entretiens biographiques narratifs dans 2 études. Elle est décrite comme potentiellement capable de résoudre des affaires inachevées, des choses qu'on n'avait pas dit à la personne disparue trop tôt, comme aussi aborder les problèmes actuels, lui raconter le reste de la vie qui continue, mais aussi pour dire au revoir quand ça a été difficile. Parfois, par contre, il est bien noté qu'elle peut renforcer le sentiment d'absence. Elles ont même été modélisées à travers ce modèle de communication transcorporelle psychologique. C'est tout en anglais, mais je vais le faire en français, ne vous inquiétez pas. Avec un émetteur, c'est la personne endeuillée. Des facteurs déclencheurs, c'est des choses que vous retrouvez dans le discours des patients. Quand je vois sa photo, quand je vais sur tel lieu, à telle date anniversaire, ce sont tous ces facteurs déclencheurs. À ce moment-là, on a envie d'envoyer un message. Alors le message qu'on voit les patients, c'est exactement ce qu'on a dit un petit peu avant, c'est de dire ce qui se passe dans le présent, de dire au revoir, de dire des choses qu'on n'a pas eu le temps, de dire, mais aussi de dire des regrets, aussi de dire sa colère. Et donc vous voyez que parfois, cette expérience de présence continue, ce modèle de communication transcorporelle, il permet de s'orienter dans le tourbillon des émotions, des phases du deuil. Il y a plusieurs canaux, on peut écrire, on peut parler, on peut le faire que dans sa tête, on peut en parler à sa famille ou pas, aux soignants, peut-être il y a des patients qui vous en ont parlé. Bien sûr, le receveur, c'est la personne disparue imaginée par l'endeuillé, la personne endeuillée, voilà. Le message qu'ils reçoivent en retour, il est aussi imaginé, mais il est important, puisqu'il y a un dialogue. Et le tout métaphysical, pour nous rappeler que tout ça, ça dépend quand même fortement de nos croyances, à la fois religieuses, spirituelles, comme on a pu le voir dans la présentation précédente. Si on compare nos résultats avec la littérature, eh bien, tout va bien. Voir le mourant est inscrit dans de nombreuses recommandations, par exemple australienne sur le décès des nouveau-nés. Parler du mourant à travers des groupes de parole, peut-être on le voit moins dans les réseaux sociaux, et c'est la force de notre revue, fait partie de nombreux référentiels, comme celui de l'Association francophone pour les soins oncologiques de support. Les groupes de parole dans la littérature sont reconnus pour diminuer le sentiment de culpabilité, diminuer le sentiment d'isolement, la stigmatisation, comme on l'a vu dans notre étude, pour augmenter l'espoir, la confiance, la compétence à s'adapter. Et finalement, c'est une réponse à la quête de sens dont les patients nous font souvent part. L'expérience de présence continue est finalement assez fréquente. Vous voyez cette étude quantitative au Danemark, il y a quand même 42% des personnes qui disent en avoir eu, à la fois visuelle et auditive. Donc si on le faisait au Japon, peut-être on serait même supérieur avec ce Yurei. Vécu de manière positive et partagée avec leur entourage, et utilisés comme de potentiels outils thérapeutiques pour le processus de deuil. Bien sûr, comme toute étude, il y a des forces et limites. Notre force, c'est que nous étions 3 et que nous avons tous lu toutes ces études. Une limite, c'est qu'on n'a pas interrogé des bases de sciences sociales comme PsycInfo ou Kern. Puis la principale limite, c'est que le deuil, c'est un processus social qui prend en compte la culture de chaque pays, et que tous ces outils qu'on vous a présentés, on a été obligé de bien préciser le pays, parce que bien sûr, il y a une limite anthropologique d'applicabilité. Ça donne de nombreuses perspectives. On en a choisi 2 pour vous les présenter.
D'abord, celle d'outils utiles en pratique. La prochaine fois que vous avez un patient qui vous parle d'expérience présence continue, d'abord, vous allez savoir dire EPC à ce patient, et même légitimer. Peut-être que ce patient, il a peur d'en parler. Il se dit, je suis en train de devenir fou. Pourquoi je parle à quelqu'un qui est disparu dans notre monde technologique? Vous allez peut-être même lui proposer de travailler sur des réseaux sociaux, pourquoi pas. Et puis, ça peut nourrir des recherches-actions. On pourrait quand même questionner la faisabilité et la validité de tous ces outils. Voilà, je pense que j'ai tenu les temps. Je vous remercie pour votre attention. Victor Jadot, je suis interne. Vous avez parlé de voir le mourant, comme quoi c'était intéressant, et voir le mort, notamment les parents qui nous demandent est-ce que les enfants doivent venir à l'enterrement pour voir à l'intérieur du cercueil. Est-ce qu'il y a eu des informations là-dessus? Ça marche, oui, ça marche. Donc, alors on ne va rien imposer, hein, bien sûr, hein, mais la présentation d'avant, la présentation de Franck, si on veut remettre la mort dans la culture, dans l'éducation, pour qu'elle soit moins éloignée, comme disent les anthropologues, oui, ça fait partie des choses. Et en plus, dans la littérature, ça fait plutôt du bien aux personnes endeuillées. Évidemment, si on fait de la psychologie, vous voyez, il est tard, c'est le premier jour, bas étage. Le déni, il peut aussi se construire en l'absence de vue. Hein. On est des êtres parfois très cartésiens, donc quand on voit le mort, ça aide fortement. Voilà. Mais on n'impose rien, on discute avec les patients de quoi ils ont peur, de ce qu'ils en pensent. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Mais... Oui, merci. Une autre question? Bonjour, Sébastien Davidovitch, je suis sur Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne. J'avais une question relative au vécu du deuil dans la situation que vous aviez évoquée sur tout ce qui est euthanasie ou suicide assisté. Je voulais savoir s'il y avait des retours sur les pays qui l'ont légalisé. En fait, on ne voit rien ici, donc Sébastien, je ne sais même pas où tu es. Mais... Ah, tu es là, Sébastien. Bonjour Xavier. Bonjour Sébastien. On n'a pas différencié, alors c'est une très bonne remarque, ça ferait une autre étude, on n'a pas différencié les outils selon les pays qui qui ont légalisé l'aide active à mourir. C'est une vraie question, un petit peu comme la question sur la crémation. Est-ce que si on fait une crémation, on n'aura pas le même deuil? Est-ce que si on autorise une aide active à mourir, on n'aura pas le même deuil? Est-ce qu'il n'y aura pas les mêmes outils? Il y aura quand même un deuil. Voilà. Même si c'est un choix, cette mort par le patient, et encore il faudra faire attention que le choix ne soit pas une norme, comme l'a dit Catherine, étant donné que ce choix existe et que j'embarrasse la société, il faut que je le fasse en gros. Il y aura quand même le deuil et les outils dont on a parlé. Mais ils peuvent changer, il faudrait refaire l'étude en fonction des pays. Merci. Deux autres questions. Bonjour, Anne-Laure Martin-Hetzel, je suis à Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne avec Sébastien. Je me posais des questions de mon expérience. Je n'ai pas suivi non plus beaucoup de patients en fin de vie, mais j'ai suivi des patients en fin de vie avec leur famille. J'ai suivi des patients endeuillés, mais pas les deux en même temps, entre guillemets. Je m'explique, c'est-à-dire que j'ai l'impression que quand j'ai suivi des patients en fin de vie, après j'ai, entre guillemets, perdu le suivi de la famille. Et je me suis posé des questions sur le pourquoi. J'en ai parlé avec mes collègues et j'ai des infirmières qui m'ont dit qu'elles avaient eu le même sentiment d'avoir suivi des patients en fin de vie et après d'avoir eu une perte de contact avec la famille. Je ne sais pas si... Bon, je n'ai pas une grosse expérience, mais si ça a été retrouvé alors, ce n'était pas le sujet de notre étude, mais on peut imaginer que dans les étapes du deuil qu'on a décrites, bien sûr, nous, médecins, nous soyons une réactivation des émotions, en particulier si on a suivi à domicile le mourant et que le simple fait de nous voir réactive des émotions et que parfois les patients ont envie d'un détachement et on fait partie du détachement. À titre personnel, au tout début de mon exercice, j'ai suivi un enfant atteint de leucémie qui est mort à la maison et
nous sommes convenus avec sa famille, avec son père et sa mère, qu'il était mieux qu'il change de médecin, même si on s'entendait très bien et que j'ai toujours des nouvelles. Mais il y avait vraiment une réactivation très forte des choses quand on se voyait, quoi. Voilà. D'accord, merci. De rien. Alors, une autre question. Bonjour, je m'appelle Valentin, je suis interne de médecine générale à Lille. Déjà, merci pour toutes vos présentations qui me touchent particulièrement, faisant ma thèse sur un sujet un petit peu similaire. Je voulais savoir si vous avez des retours des patients, par exemple, quand vous parliez du fait de... Enfin, c'était le présentateur précédent, mais qui parlait du fait de se rendre à l'enterrement, d'envoyer un petit mot, ce genre de choses-là. Alors, c'est de l'expérience personnelle, donc c'est du niveau AE, avis d'expert. Voilà. D'accord. Mais oui, je me suis rendu plusieurs fois à des cérémonies, d'à peu près tous les cultes d'ailleurs. Voilà. Je regrette de moins avoir le temps. La faculté, la direction de la rédaction, parfois j'apprends la cérémonie après le décès de mon patient. C'est toujours positif. Les patients l'évoquent après avec vous. Vous y étiez, docteur, vous avez vu, vous savez. Voilà, donc au moins on fait un petit mot, un coup de fil. Quand on apprend, nous on travaille avec Catherine dans une ville qui est de 11 000 habitants, mais ils sont tous cousins. Donc très rapidement on apprend le décès de nos patients. Et là, ça vaut le coup d'aller au-delà de notre pudeur et de dire je passe un petit coup de fil. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Et pour ceux que ça intéresse, je fais ma thèse sur les stratégies d'adaptation de médecins généralistes face au décès d'une personne suivie au long cours en médecine générale. Je cherche des personnes thésées, voilà, si jamais. Ok. Merci et bonne thèse. Merci. Alors, une dernière question. C'est moi. Jean-Charles Vautier, maître de conférence à Nancy. Ma question, alors effectivement, on a vu pour l'accompagnement à la mort et puis après le deuil, ce qu'il faudrait faire, sauf qu'on est tous pris par nos actualités. Ça fait vraiment le suite de la question précédente. Et finalement, on se rend compte qu'on ne le fait pas bien, qu'on ne se rend pas assez disponible au lit du patient à la fin, et puis qu'on ne peut pas aller aux obsèques parce qu'on n'a pas le temps. Est-ce qu'on a pu évaluer un peu l'impact professionnel sur le mal-être professionnel global de rater ces moments-là? Parce qu'on en parlait en off, quand on le fait bien, c'est très valorisant, quand on peut se donner du temps. Mais comme on n'a plus trop le temps de le faire, quel est l'impact sur la souffrance professionnelle? Je ne sais pas du tout. Mais en fait, c'est aussi l'éloignement de la mort pour nous. Hein. Quelque part... Nous aussi, on l'éloigne, elle est très proche, irréelle dans les films, et puis quand elle est avec nos patients, même nous, on a ce sentiment de vouloir s'éloigner, parfois par peur d'ouvrir une boîte de Pandore, de ne pas avoir le temps, voilà. Mais probablement des structures dont a parlé Franck pourront nous redonner un peu du temps et des choses pour faire ce travail qui, en effet, est... Tu as dit valorisant, et c'est le vrai mot. On se ressent vraiment médecin accompagnant, quoi. Voilà. Merci. Alors, une toute dernière question, parce qu'on a des contraintes de temps aussi, même s'il n'y a pas d'autres sessions après, il y a des réunions parallèles et on risque d'arriver en retard. Voilà, Gilles Martin, là, je suis à ma 44e année d'installation. Là, je suis déjà interne, j'ai 70 ans. Je suis installé dans l'Inde, dans un village. Je me demande si, quand même, après les célébrations, qu'elles soient religieuses ou pas, la famille, elle invite des gens à l'apéritif ou à passer un moment ensemble, voire un repas. Moi, le retour que j'ai de toutes ces années, j'ai l'impression que ça aide quand même les gens. Et il n'y a pas toujours eu les réseaux sociaux, mais il y a parfois des liens qui se créent. J'en veux pour preuve, les funérailles que j'ai vécues il y a 20 ans, ça m'a permis de prendre contact avec de la famille éloignée que je continue à voir tous les ans. Donc, le jour des funérailles, on peut construire la vie. Il y a la vie et la mort qui peut se passer à ce moment-là. Parfois. Complètement, c'est le premier lieu de partage. Merci pour le partage d'ailleurs. Mais oui,
Alors, je ne sais pas si c'est la place du médecin, ça c'est autre chose, mais c'est le premier lieu de partage des émotions et de libération émotionnelle pour la famille, quand c'est dans leur culture et dans leur spiritualité. Ouais. Merci beaucoup à nos intervenants, merci à toutes et à tous et bonne soirée.